Je m'appelle Siluméric et je suis marié à Marbelle depuis 17 ans. C'est long. Assez longtemps pour que les habitudes deviennent des schémas et que les schémas se figent dans le silence. Nous avions nos routines. Un café le matin, des pistes Netflix séparées le soir. Pas vraiment froid, juste rafraîchissant. Notre vie était construite comme une balançoire, des ruisseaux familiers, des cordes effilochées, mais toujours suspendues. Ce samedi matin-là était comme la plupart des autres. Je suis entré dans la cuisine en traînant les pieds, en peignoir et en chaussettes, le genre avec des talons usés et un trou tenace près du pied. La machine à café crépitait derrière moi, crachant de la vapeur dans le silence comme si elle protestait contre son propre travail. Dehors, la pelouse scintillait de rosée, et le vieil arroseur continuait de tourner comme s'il avait son propre langage. Paisible, oubliable, même jusqu'à ce que je voie la photo. Je ne la cherchais même pas. Je feuilletais simplement mon téléphone en attendant la fin de l'infusion, tapant sur les notifications avec une indifférence endormie. Et puis Facebook me l'a servi, là, en haut de mon fil d'actualité, comme si elle ne pouvait plus attendre. Marbelle, ma femme, le sourire encadré par la douce lumière du bureau, se tenant bien trop près de Tran. Tran, le mari de bureau, le type dont elle plaisantait, celui qui, selon elle, rendait les appels Zoom ennuyeux supportables. Il est inoffensif, avait-elle dit un jour en levant les yeux au ciel. Tu n'es pas vraiment jalouse, si? Il était là, son bras nonchalamment enroulé autour de ses épaules comme s'il l'avait fait 100 fois. Sa tête penchée vers l'intérieur, ses yeux mi-clos, ses lèvres entr'ouvertes, comme si la caméra les avait filmés au beau milieu d'une scène intime, douce, à moi. La légende en dessous était vraiment percutante. Mon vrai partenaire. #Travelest-Marie pour la vie. Mon pouce flottait. Je n'ai pas cligné des yeux. Mon cœur ne battait pas fort. Il n'y avait pas de halètement cinématographique ni de tremblement soudain dans mes mains. Juste un lent vide mécanique se propageant dans mes côtes, comme si quelqu'un avait ouvert une trappe dans ma poitrine et aspiré l'air en silence. Pas de panique, pas de cri, juste une ligne nette et précise traversant 17 ans. Je retournai vers le comptoir, le café terminé, emplissant l'air d'une odeur qui soudain ne signifiait plus rien. Je versai le contenu de la tasse comme d'habitude, noir avec une touche de lait d'avoine. La vapeur monta vers mon visage, mais je ne bus pas. Au lieu de cela, j'ouvris le tiroir latéral, celui sous le grille-pain où nous gardions des objets trop difficiles à classer. Piles, tournevis, une paire de lunettes de soleil cassées dans la chemise beige. J'avais imprimé les papiers des semaines auparavant. Cette partie de moi, quelque part, un doute discret, devait le savoir. Il y avait eu des signes, les heures supplémentaires, les réponses polies. La façon dont elle baissait l'écran de son téléphone quand j'entrais dans la pièce. De petites choses, comme des miettes de pain, non pas pour me guider, mais pour voir si je suivrais. Je posai la chemise sur la table de la cuisine, là où elle posait habituellement son sac à main. La lumière de la fenêtre l'éclairait parfaitement, comme un projecteur. Pas de notes, pas de fioritures, juste l'effet qui attendait. Puis je suis retourné au comptoir et j'ai pris mon téléphone. Mes doigts n'ont pas hésité. Pas de tremblement, pas de retouche. J'ai ouvert Facebook, j'ai tapé dans la zone de commentaires sous sa photo et j'ai tapé « Félicitations ». Les papiers du divorce sont sur la table de la cuisine. J'ai cliqué sur « Publier ». Pas de doute, pas de brouillon. Une petite bulle d'adrénaline m'a envahi. Pas de colère, mais de lucidité. Celle qu'on ressent quand on essuie enfin un miroir et qu'on voit ce qui nous regarde depuis le début. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas attendu de voir qui commenterait ensuite ou si les « j'aime » allaient s'arrêter. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir, pris la tasse et suis sorti. La matinée était lumineuse, le genre de lumière tranquille de banlieue qui fait oublier que les gens mentent, que les vœux se défont, que les douces trahisons portent désormais des hashtags. J'ai dirigé le tuyau d'arrosage vers les rosiers, laissant couler l'eau lentement et régulièrement. La terre l'a absorbée sans protester. J'ai repensé à 17 ans. Les anniversaires, les vacances, la dinde brûlée de Thanksgiving dont nous avons ri pendant des mois. La première fois où elle a embrassé mon poignet au lieu de mes lèvres. La façon dont elle a pleuré à la mort de sa mère et s'est accrochée à moi comme si j'étais la dernière chose inébranlable au monde. Puis j'ai pensé à la façon dont elle s'est penchée vers Tran comme s'il était à la maison. L'eau coulait sous l'herbe, trempant les racines. Quelques enfants du quartier passaient à vélo, leur rire résonnant faiblement comme s'ils venaient d'une autre planète. J'ai continué à arroser, la main ferme,
le cœur serein. Je n'avais pas besoin de répéter ce que je dirais à son retour. Je ne crierai pas. Je n'exigerai pas d'explication. Et elle se déformerait en mensonge en forme d'excuse. Je ne supplierai pas pour quelque chose qu'elle avait déjà donné à quelqu'un d'autre dans les salles de réunion et les bars. Non, je continuerai à arroser la pelouse. Laissons le monde faire ce qu'il fait. Laissons-la faire défiler ses notifications, souriant au cœur et au pouce levé jusqu'à ce qu'elle voie les miens. Jusqu'à ce qu'elle réalise ce que j'avais fait, ce que je savais. Ce que j'avais attendu pour confirmer. Il n'y aurait pas d'engueulade, pas de scène sur le porche, juste le bruit de sa clé qui ne rentrait pas dans la serrure qu'elle pensait toujours posséder. J'ai ajusté l'embout du tuyau d'arrosage, rendant le jet plus doux pour les lys. Ces lys. Elle les adorait toujours. Elle en achetait chaque mois d'avril pour la table de la cuisine. J'ai failli rire. À l'intérieur, le café refroidissait, le dossier attendait. Et moi? Je me tenais au soleil, ma robe flottant légèrement au vent, la main fermement sur le tuyau. Je n'étais pas brisé. Je n'étais même pas amer. J'étais réveillé. Finalement, ce matin-là, elle a perdu son mari. Mais j'ai gagné en clarté. L'appel est arrivé vers 19h42. Je me souviens de l'heure exacte car j'étais en train de classer mes déclarations d'impôts, une tâche que je remettais à plus tard depuis des mois. Le doux bourdonnement du ventilateur de plafond tournoyait au-dessus de moi. Une playlist de jazz jouait doucement sur les haut-parleurs de mon ordinateur portable. Calme, toujours méthodique. Puis son nom a illuminé l'écran. Marbel. Je l'ai regardé sonner 2, 3 fois. Je n'ai pas ressenti de chaleur dans la poitrine. Juste une curiosité creuse, comme quelqu'un qui scrute la fenêtre d'une vie qui ne lui appartient plus. J'ai laissé sonner une fois de plus avant de répondre. Et, a-t-elle dit, étirant le mot comme du sucre sur sa langue. Je l'entendais sourire à travers la ligne, cette gaieté aiguë qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait déjà tort mais voulait d'abord vous désarmer. Tu n'es pas vraiment fâché, si, a-t-elle continué avant même que je puisse répondre. Enfin, allez, ma puce. C'était une blague. Tout le monde fait ça sur Facebook. C'est inoffensif. C'était ça. Le changement. La manipulation enveloppée d'une légère innocence. Je n'ai pas parlé. Je me suis contenté d'écouter, adossé à ma chaise, la laissant parler. Ces mots sont sortis vite, trop vite, comme quelqu'un qui passe devant une scène de crime qu'ils ont vue. Enfin, vous savez comment les gens publient des trucs comme ça. C'est juste de l'humour de bureau. Tran, c'est comme un frère. Tu sais à quel point notre équipe est soudée. Les gens ont trouvé ça drôle. Elle a eu un petit rire nerveux, à la limite du désespoir. Franchement, je pense que tu exagères. Je l'imaginais presque faire les 100 pas, peut-être devant l'hôtel, peut-être dans sa voiture de location, se mordant l'ongle du pouce et vérifiant son reflet dans le rétroviseur toutes les 2 ou 3 secondes. Encore habillée après la conférence à laquelle elle avait assisté, continuant à répéter le scénario dans sa tête comme une professionnelle des relations publiques essayant de recadrer un scandale. Et tu sais comment sont les réseaux sociaux. Les gens exagèrent les choses. Je n'ai même pas réfléchi avant de poster. J'ai juste dit quelque chose de drôle à Tran et je n'aurais pas dû le taguer. C'est bien ça qui te contrarie, non? J'ai laissé passer un moment entier, le temps qu'elle le remplisse si elle le voulait. Elle ne l'a pas fait. Rien que ça, je savais qu'elle attendait une bouée de sauvetage. J'ai finalement dit d'un ton neutre, vérifie la cuisine. Le silence de son côté était d'un autre genre. Je l'imaginais cligner des yeux, confuse, pensant que je faisais peut-être une blague. Que j'allais dire quelque chose de désinvolte ensuite. Qu'elle pourrait encore se débrouiller pour contourner le problème. Quoi, dit-elle d'une voix plus claire et un peu plus aiguë. Que veux-tu dire? Je répétais calmement. Vérifie la cuisine. Un autre silence. Puis vint un rire cassant. Attends, tu plaisantes, pas vrai, Silu? En fait, non. Allons, ne dramatise pas. Elle était en train de perdre un peu de temps. Sa voix se brisa à la fin de sa phrase, même si elle essayait de garder un peu de contrôle. Je l'entendais parcourir les options, essayant de trouver celle qui orienterait la conversation vers la sécurité. Je ne répondis pas. Je me penchai simplement en avant et raccrochai. Elle essaya de rappeler immédiatement. Je déclinai sans hésiter.
Mon téléphone vibra encore et encore. Puis un message apparut. Silu, sérieusement, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. On peut juste parler? Un autre bus. Je rentre lundi. On pourra parler alors. Bon. J'éteignis complètement mon téléphone. Je fixai le mur un long moment après cela. Ni par regret, ni même par satisfaction, juste par observation. Comme si j'étais sorti du temps et que j'assistais à la fin d'une longue pièce que j'avais commencée par hasard. Le dernier acte se déroulait. Les rideaux se fermaient lentement, méthodiquement, comme du velours glissant sur une vieille vérité. Je pensais à l'expression qu'elle aurait en entrant dans la cuisine et en découvrant le dossier beige. Ses doigts le survoleraient avant d'ouvrir le rabat. Ses yeux parcouraient les papiers, l'inventaire des biens, le contrat de partage, les lignes de signature. Comment l'air pourrait s'échapper de sa poitrine, non pas de choc, mais de reconnaissance. Parce qu'au fond d'elle, elle devait savoir que cela allait arriver. Non pas à cause d'une photo, ni à cause d'un hashtag, mais parce qu'à un moment donné, elle avait cessé de me traiter comme quelqu'un d'important, et que j'avais enfin commencé à agir en conséquence. Dehors, les arroseurs automatiques se remirent en marche. Le tic-tac rythmique de l'eau qui courait dans la cour emplissait l'air. Je me suis servi un autre verre d'eau, j'ai ouvert la porte coulissante et je suis sorti sur la terrasse. Le ciel s'assombrissait, les étoiles commençaient à peine à percer derrière le voile violet du soir. Je me suis assis sur le fauteuil que j'avais refait l'été dernier. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé, elle trouvait ça trop rustique. J'ai toujours pensé que c'était honnête. Je l'imaginais parcourant son fil d'actualité encore et encore, supprimant les commentaires, envoyant peut-être des messages paniqués à Tran, se demandant ce que les gens penseraient, s'ils feraient le lien. Mais surtout, je me demandais si elle comprendrait que ce n'était pas une décision prise sous le coup de la colère. C'était le moment de rattraper le temps perdu. C'était une conséquence avec une note de classement. C'était la clarté à Manille. Pas de haussement d'épaule. Pas d'assiette cassée, juste une phrase, 5 mots qui lui disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Vérifier la cuisine. Le lundi matin était étrangement calme. Le genre de calme qui précède une démolition contrôlée, lorsque les charges sont posées, la zone dégagée, et qu'il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un appuie sur le bouton. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente. Non pas par incertitude, mais par méthodique. J'ai tout exposé, chronologie, documentation, preuves. Je ne la cadrais pas. Je la contredisais. Je corrigeais, je remettais en ordre un désordre causé par quelqu'un d'autre à coups de sourire et de hashtag, et je savais exactement par où commencer. Durand et Voss avaient un code de conduite strict. Je le savais car Marbel le citait souvent pour se vanter du professionnalisme de son équipe. Ils avaient des réunions mensuelles de conformité, des rappels annuels, une tolérance zéro pour tout ce qui ressemblait à du favoritisme entre supérieurs hiérarchiques. Quant à Tran, il lui rendait compte directement. Elle était sa responsable d'évaluation. Elle validait ses déplacements, ses justifications de primes, et même ses approbations de formation. Et pourtant, elle était là, lui souriant dans l'épaule, comme si le générique de fin de leur histoire d'amour digne d'un film Hallmark se déroulait. J'ai donc tapé lentement, soigneusement, avec un objet clair, problème de conduite, conférence Durand et Voss. Je n'ai pas mentionné son nom dans le corps du message. Pas tout de suite. J'ai structuré le message comme un lanceur d'alerte interne. Détaché, mesuré, impersonnel, juste une partie concernée dénonçant une faute potentielle. Voir ci-joint. La capture d'écran ci-jointe contient une publication sur les réseaux sociaux partagée publiquement par une employée de Durand et Voss. Lors du récent séminaire régional des ventes de l'entreprise. Compte tenu de la familiarité évidente entre une superviseur et son subordonné direct, ainsi que du langage utilisé, cela pourrait constituer une violation de la politique de l'entreprise concernant les limites hiérarchiques entre les managers et leurs subordonnés. La photo a été horodatée pendant les heures de déplacement financées par l'entreprise. Aucune signature, aucune adresse email ne me concernant. J'ai utilisé une extension Dropbox anonyme et sécurisée d'un ancien compte, Burner, que j'utilisais autrefois pour signaler un problème de paix à mon propre travail. La pièce jointe, une capture d'écran net de la publication Facebook avec la légende et l'horodatage visible. Aucun commentaire supplémentaire, juste les faits. J'ai fixé l'écran une dernière seconde, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Dès que je l'ai fait, un calme étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la vengeance.
Je ne voulais pas la voir brûler. Je voulais juste que les choses soient ce qu'elles étaient. La vérité révélée. Les conséquences attendues. Je n'allais pas hurler dans le vide pendant qu'elle riait dans les salles de réunion et tapait des émojis clin d'œil dans les fils de discussion Slack. En début d'après-midi, le message avait disparu. Je n'avais pas enregistré la capture d'écran dans un seul dossier. J'avais des sauvegardes. Clé USB hors ligne, mais la suppression m'a tout dit. Elle avait été prévenue. Ou pire, quelqu'un de l'intérieur l'avait déjà contacté. C'est là que Jude m'a envoyé un message. Jude n'était pas qu'un ami. C'était le genre d'ami qu'on garde du lycée parce que la vie nous fait toujours tomber dans la même orbite. On l'appelait Firewall parce qu'en terminale, il avait trouvé comment tromper le filtre internet de l'école et diffuser des jeux sur les écrans des salles de classe. Il travaillait maintenant au service informatique de Durand et Voss. Il ne parlait pas beaucoup de travail, et je ne lui posais jamais la question, mais on jouait aux cartes une fois par mois, on échangeait des mèmes, on prenait des nouvelles après les vacances. Je ne lui avais même pas encore parlé du message Facebook. Son message est arrivé comme un éclair. Les RH venaient de la signaler. J'ai scruté ces mots un instant. Je les ai relus, puis relus. Il a poursuivi. Votre femme, Marabelle, ce message a dû déclencher une alerte ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas des RH, mais Célia vient de me demander l'historique complet de ses sessions professionnelles sur ordinateur portable pendant le week-end de conférence. Elle n'avait pas l'air contente. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas par surprise, mais parce que c'était en train de se passer. Les frais étaient fixés, et quelqu'un s'approchait du bouton. Plus tard, au téléphone, Jude m'en a dit plus. Il consulte les journaux de discussion, les entrées de calendrier, le manifeste de la navette. Apparemment, d'autres employés s'étaient déjà plaints qu'elle et Tran disparaissaient sans cesse pendant le trajet, et quelqu'un a mentionné avoir demandé un Uber partagé pour un dîner hors site avec la carte de l'entreprise. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots m'envahir. Alors, ils prennent ça au sérieux, ai-je demandé. Oh oui, a-t-il dit en sifflant. Célia a ce ton des RH. Vous savez, celui-là. Une fureur polie et un calme chirurgical. Elle est en train de constituer un dossier. Je l'ai déjà vu faire ça. Quand elle se tait. La carrière de quelqu'un est sur le point de s'évaporer. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, mais j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment après cet appel. J'ai regardé la brise onduler sur la pelouse que j'avais arrosée 2 jours plus tôt. L'herbe avait vite repoussé. Résiliente comme si elle ne se souvenait même pas de ce qu'on avait versé dans son sol. Le soir, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Marbelle. Tiens, bizarre. T'as vu que quelqu'un a signalé ma publication Facebook au RH? Ce n'est pas grave, mais c'est juste agaçant. Les RH ont posé un tas de questions, vraiment stupides. T'as vu? Elle tâtait le terrain, pêchant des informations avec un hameçon enveloppé de désinvolture. Je n'ai pas répondu. Puis un autre message est arrivé. Sérieusement, qui ferait ça? C'est juste une blague idiote. Maintenant, Arlon est sérieuse avec ses arguments politiques. Genre, des arguments. Elle a toujours adoré ce mot. L'illusion de l'ordre, l'image superficielle que tout va bien. Tant que tout semble aller bien, la vérité peut être déformée, différée, filtrée. Mais la vérité n'a pas besoin de public. Elle a juste besoin d'un instant. Et le sien se déployait déjà derrière les portes de la salle de réunion. Il y a un moment où le basculement se produit, non pas dans le bruit, mais dans le silence. C'est dans cet espace que je me trouvais lorsque j'ai ouvert mon ordinateur portable lundi soir, me suis connecté à mes comptes financiers et commencé à agir avec précision. Marbelle jouait encore à charmer et à ruser avec les RH, prétendant que sa photo était une blague anodine. Je jouais aux échecs. Il ne s'agissait pas de rage. La rage est désordonnée, bruyante, peu fiable. Il s'agissait de calcul, de préparer un atterrissage en douceur pour mon futur moi. Celui qui n'aurait pas à partager l'espace, le temps ou le nom avec quelqu'un qui appelait un autre homme son véritable partenaire. Je me suis servi un verre d'eau, me suis assis à la table du dîner et cliqué sur les onglets. Nos comptes étaient liés, du moins celui qu'elle connaissait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais ouvert un fonds fiduciaire privé 3 mois auparavant. À l'origine, c'était censé servir de réserve, de filet de sécurité. Maintenant, c'était une bouée de sauvetage. J'ai commencé modestement.
J'ai transféré mon épargne personnelle discrètement, par tranche, en respectant les seuils déclarables. Puis est venu le compte de courtage. Je l'avais financé en grande partie au fil des ans grâce à des primes de fin d'année et à des déclarations d'impôts, tandis qu'elle se consacrait à une thérapie de shopping et organisait des voyages à Aspen entre filles. Un par un, j'ai dénoué les nœuds. L'étape suivante a été l'assurance vie. J'ai parcouru le portail, mis à jour mon bénéficiaire. Son nom a disparu du document en un clic, remplacé par celui de ma sœur Lorna, une femme qui n'a jamais aimé Marbel, mais qui est restée respectueuse pour moi. Je n'ai pas appelé Lorna pour le lui dire. Elle ne se serait pas réjouie. Elle aurait simplement hoché la tête et dit qu'il était temps. Puis sont venues les cartes de crédit. Je n'ai pas annulé la sienne. Ça aurait déclenché une crise. Au lieu de cela, j'ai réduit la limite de crédit à un montant modeste, juste assez pour l'essence, les courses et les produits de première nécessité. Fini les week-ends pas surprise ou les frais dans les boutiques hors de prix où. Elle ne fréquentait que pour l'esthétique Instagram. Pas d'alerte, pas de préavis, pas d'appel de la banque, juste un léger resserrement du robinet. Ensuite, le compte courant partagé. Celui-là demandait plus de finesse. J'avais laissé assez pour le prêt immobilier, le paiement automatique, les charges et ses courses habituelles. Juste assez pour paraître normal, mais pas assez pour bâtir de nouveaux châteaux. Le reste, ma part, mes gains, est parti ailleurs. J'ai examiné les chiffres comme un général scrutant un champ de bataille. Tout était comptabilisé. Rien n'a été laissé derrière, et tout s'est fait sans un mot. Pas de haussement de voix, pas d'accusation, juste des calculs. Un nouveau SMS a illuminé mon téléphone alors que je me déconnectais du portail final. Marbel, on devrait parler. Court, prudent, calculé, peut-être. Je l'ai fixé un instant avant de rabattre l'écran du téléphone sur la table comme s'il avait interrompu une symphonie. On devrait parler. C'est ce que les gens disent quand ils veulent réécrire la scène une fois le mal fait. Mais je n'étais pas intéressé par les réécritures. Je finalisais le chapitre. Elle n'a pas reçu de réponse. Je suis allé dans le placard de l'entrée, j'ai sorti le classeur étiqueté, important, et j'ai rouvert le dossier beige du divorce. Tout y était, liste des biens, documents de séparation légale, déclaration d'intention, renonciation à la garde, pas d'enfant. Heureusement, les papiers avaient été examinés, notariés, et j'attendais tranquillement le moment où je déciderais de les concrétiser. Je feuillette chaque page, vérifiant que chaque chiffre correspondait. Il ne s'agissait pas de drame. Il s'agissait d'ordre. Je ne voulais pas de chaos. Je voulais tourner la page. Dans le bureau à l'étage, j'ai rangé les derniers vestiges de notre vie commune, des photos encadrées, quelques plaques de son entreprise qui étaient autrefois accrochées. Après cela, j'ai parcouru la maison avec détermination. Je ne faisais pas que nettoyer. Je rééquilibrais. La chambre d'amis, autrefois une simple pièce que nous proposions à des amis ou à la famille, avait été discrètement préparée. Ses affaires, celles que je n'avais pas encore emballées, étaient soigneusement rangées. Chaussures, produits de toilette, la pile de romans qu'elle n'avait jamais terminée et sa robe de chambre bleu marine préférée. Le dossier beige était posé sur le lit d'appoint, ouvert à la page de signature. J'avais déjà signé la mienne. Ce n'était pas une punition. C'était une conception. Quand j'ai terminé, il était presque minuit. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, le réfrigérateur ronronnant comme un moteur fatigué, l'horloge tournant avec une certitude délibérée. Nous avions construit une vie dans cette maison, choisi le carrelage, discuté des couleurs des meubles, peint les murs les samedis pluvieux. Je ne détestais pas ces souvenirs. Je comprenais juste maintenant qu'il ne suffisait pas à maintenir une vie qui se creusait lentement. Je me souvenais de la façon dont elle m'avait regardé un jour, lorsque nous avions signé les papiers du prêt immobilier. Pleine d'espoir, confiante. Cette femme, elle était partie depuis longtemps, remplacée par quelqu'un qui appelait sa subordonnée sa véritable partenaire et qui attendait encore de moi que je joue le mari bienveillant pendant qu'elle écrivait son propre récit. J'ai donc quitté la maison exactement comme elle s'en souvenait, rangée, calme, accueillante. Sauf qu'elle n'y vivait plus. Plus vraiment. La version de moi qui tolérait les demi-vérités et les excuses. Il avait été enseveli sous ces hashtags. Cette version, il comprenait l'exécution, discrète, intentionnelle, définitive, et j'en avais fini avec les conversations. Le mardi matin avait commencé comme tous les autres pour eux. Bref, pour Marabel,
ça avait probablement commencé avec les cheveux bouclés, les talons chaussés et un sourire forcé adressé à son reflet. Elle était douée pour ça. L'illusion, la projection. Je l'imaginais balayer d'un revers de main la conversation que les RH avaient entamée la veille d'une blague rapide ou d'un haussement d'épaule dédaigneux. Elle avait toujours un pivot en poche. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait pas pu anticiper, c'est que ses fondations avaient déjà commencé à se fissurer. Car contrairement à la version organisée de sa vie qu'elle publiait en ligne, les structures du monde réel ont tendance à céder quand on oublie que l'intégrité fait partie intégrante de la construction. Vers le milieu de la matinée, mon téléphone s'est allumé. C'était Jude. Le simple fait que son nom apparaisse à l'écran m'a fait m'arrêter au milieu de mon café. J'ai répondu en sortant sur le porche, d'un ton calme et contrôlé. « Parle-moi », ai-je dit. Jude n'a pas perdu de temps. Tu aurais dû voir le visage d'Arlon. Mes lèvres se sont crispées, mais je n'ai pas souri. Pas encore. Il m'a appelé dans la salle des serveurs ce matin. Jude a continué en disant qu'il avait besoin des registres de sécurité de l'hôtel de conférence, numéro de chambre, enregistrement des navettes, carte clé horodatée. Il n'a pas dit pourquoi au début, mais j'ai senti qu'il avait quelque chose sous le nez. Puis il m'a montré le courrier. Il y a eu un moment de silence entre nous. Il n'en avait aucune idée. J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Aucune. Aucune, mec. On aurait dit qu'on lui avait donné un coup de pied dans le ventre. Il a dit, c'est ma responsable de clientèle senior. Elle supervise 6 régions. Puis il s'est assis et a regardé la photo pendant une vingtaine de secondes d'affilée. Je l'ai imaginé. Harland, le genre de patron qui se targuait probablement de diriger un navire irréprochable, un homme qui faisait confiance à des gens comme Marbel pour porter le drapeau, pour finalement se rendre compte qu'elle ne le portait pas. Elle le traînait dans la boue devant toute son équipe. Elle et Tran partageaient une chambre d'hôtel. J'ai demandé, connaissant déjà la réponse. Jude a poussé un long soupir. Ouais. Je n'ai pas dit à Arlon que les RH l'avaient déjà. Un des associés a dit l'avoir vu sortir de la chambre de Tran à 7 heures du matin, vêtu de sa veste. Un autre a dit qu'ils avaient commandé des boissons sur la même note tard samedi soir, vers 23 heures. Juste tous les deux. Toute l'équipe l'a vu. Donc, ce n'était pas juste un lapsus. Ce n'était pas juste une photo. C'était un schéma, une brèche visible et traçable, et les gens l'avaient remarqué. Ils ont mis le feu à tout le bâtiment, a ajouté Jude. Tu as juste tendu les allumettes au RH. Je n'ai rien dit tout de suite. Je m'appuyais à la balustrade du porche, observant le vent bruisser dans les haies que j'avais taillées la veille. Le quartier était calme, juste ce dont j'avais besoin pour être serein et serein. Tu es sûr qu'Arlon prend ça au sérieux? Finis-je par demander. Oh, il est plus que sérieux. Je l'ai entendu dans le bureau de Célia. Il a dit, si je signe, je suis complice. Puis il a parlé d'un nouveau contrat qui sera soumis au conseil d'administration le mois prochain, et il ne risque pas de le faire exploser parce que 2 employés ont joué à la maison pendant leurs heures de travail. Une vague pulsation silencieuse m'a traversé. Ni de la fierté, ni de la satisfaction, juste une validation. Comme si l'univers m'avait enfin rendu ce qu'il me devait. Tamponné et notarié. Je crois que tu as brisé quelque chose d'important, dit Jude après une pause. Pas seulement sa réputation, elle était finaliste pour un poste de chef de division. Silu, comme les opérations mondiales. C'était son année. J'ai fermé les yeux un instant, non pas pour jubiler, juste pour respirer la réalité de ce qui n'était plus caché. Elle s'est fait ça toute seule, dis-je doucement. Ouais, mais tu leur as filé la lampe torche. Après avoir raccroché, je suis resté sur le porche un moment encore. Laisse la vérité s'installer. Laisse-la m'ancrer. Marbel avait toujours arboré un masque de charme et de maîtrise, persuadée qu'elle pouvait recalibrer n'importe quel récit avec un sourire et un verre de chardonnay. Mais elle n'envisageait jamais les conséquences. Pas les vraies. Pas celles qu'on ne peut ni effacer ni supprimer. Plus tard dans la journée, j'ai de nouveau consulté ses réseaux sociaux. Le compte était toujours actif, mais il était devenu silencieux. Pas de nouvelles publications, pas de commentaires. Et la photo qui avait tout déclenché avait été effacée. Pas juste supprimée, effacée. Comme si quelqu'un était entré et l'avait effacée des archives. Mais les traces numériques ne disparaissent pas simplement parce qu'on panique. Les RH avaient ce qu'il leur fallait.
Et maintenant, sa patronne aussi. Je me demandais si elle pensait toujours que c'était juste une mauvaise journée de relations publiques. Si elle croyait pouvoir se présenter avec une autre réplique apprise et s'en sortir avec un sourire narquois. Ça avait toujours été son truc, rebaptiser le problème sans jamais le résoudre. Mais la structure d'une entreprise se moque du charme quand l'argent, la responsabilité et l'image publique sont en jeu. Ce soir-là, elle n'a pas appelé. Je m'attendais à ce qu'elle appelle, mais rien n'est venu. Peut-être était-elle occupée à inventer des histoires. Peut-être était-elle assise dans une salle de conférence avec un panel silencieux et une copie de ses propres mots sur la table devant elle. Ou peut-être que pour la première fois, elle était assise en silence, face à la réalité, certaines décisions ne sont pas soumises à une deuxième version. Qu'elle le ressente. Qu'elle vive l'impact de ses propres choix. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était le poids de la responsabilité, et il avait enfin trouvé sa cible. Elle est revenue 2 jours plus tôt que prévu. J'ai entendu le Uber s'arrêter dans l'allée vers 16h15. Les pneus crissaient sur le gravier, le bruit sourd du coffre s'ouvrait. J'étais dans la véranda, sirotant du thé vert, regardant la lumière se courber à travers la vitre comme si rien au monde n'était sur le point de bouger. Mais je savais, dès l'instant où la voiture s'était arrêtée, que c'était à sa façon de monter les marches qu'elle allait prendre son visage. Le claquement de ses talons, comme une ponctuation sur une phrase importune. Le chauffeur l'aida à décharger un sac à roulettes et un petit bagage à main. Elle ne leva pas les yeux vers la fenêtre. Elle pensait probablement que j'étais à l'intérieur, à regarder la télévision ou à faire les 100 pas, l'attendant comme un homme qui cherche désespérément à tourner la page. Mais je ne faisais pas les 100 pas. J'étais ancré. Elle essaya d'abord d'ouvrir la porte d'entrée. J'entendis le cliquetis de la poignée, le bruit métallique révélateur lorsqu'elle refusait de tourner. Puis le silence. Je ne me levai pas. J'attendis. Une seconde plus tard, la sonnette retentit une fois, puis une autre, plus insistante. Puis un silence, comme si elle cherchait sa phrase d'introduction. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, calme, mesurée. Quand je l'ouvris, elle était là, debout, avec ce visage parfaitement construit, mi-excuse, mi-incrédule, le mascara toujours impeccable, les cheveux bouclés comme si elle pensait qu'une présentation soignée atténuerait ce qu'elle avait fait. « Tu as changé les serrures », dit-elle en haussant un sourcil. Je la regardai. Pas à travers elle. Pas autour d'elle. Juste directement, discrètement, complètement. Non, dis-je. J'ai changé l'avenir. Son expression se figea une demi-seconde. Juste un tic au coin des lèvres. Elle se reprit vite, tenta de rire, mais son rire fut crispé. Viens, Silas, dit-elle en désignant vaguement la porte. On va juste discuter à l'intérieur. C'est ridicule. C'était un message. C'était un choix, l'interrompis-je. Pas juste une série. Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes comme si elle avait quelque chose à dire, mais sans trouver le sens exact. Elle regarda derrière moi, à l'intérieur de la maison, cherchant des indices de ce qui avait changé. Elle avait dû remarquer les photos manquantes près de l'escalier, l'absence de ses chaussures près du porte-manteau. Je m'écartai, mais pas vers la porte d'entrée. Je hochai la tête vers le côté de la maison. La maison d'amis est ouverte. Tes affaires sont là. Elle tourna lentement la tête, comme si elle ne me croyait pas vraiment. J'ai emballé ce qui comptait, ajoutai-je. J'ai tout étiqueté. Vous trouverez le dossier beige sur le lit. Le partage des biens est déjà signé de mon côté. Mirabelle serra les mâchoires. Elle ne cria pas. Elle ne jura pas. Ça aurait été trop brutal, trop spontané. Au lieu de cela, elle me lança ce regard, mi-orgueil blessé, mi-calcul, comme si elle attendait que je réalise que j'avais fait une erreur et que je la supplie de rentrer. Mais je ne bronchais pas. Je ne remplissais pas le silence de réconfort. Elle quitta enfin le porche et descendit lentement le chemin latéral, le bruit de ses talons plus doux, atténué par le gravier. Je ne la suivis pas. Je la regardais simplement disparaître vers le petit cottage que nous appelions autrefois le trop-plein, quand sa mère venait lui rendre visite. La maison d'amis avait été nettoyée, aérée et meublée avec rien de plus que ce dont elle avait besoin. Ses vêtements, ses flacons de soins, les 3 romans qu'elle gardait près du lit. J'ai même inclus la tasse en céramique qu'elle prenait toujours, celle avec les bréchures sur le bord qu'elle refusait de jeter. Pas par sentiment, juste par habitude. Sur le lit,
j'ai posé le dossier, propre, bien rangé, avec une épingle à côté. Ce n'était pas seulement une question de logistique. C'était symbolique. Ce n'était plus sa maison. C'était son point d'atterrissage. Temporaire, conditionnel, comme la grâce que je lui offrais. Elle n'est pas revenue ce soir-là. J'imagine qu'elle est restée assise au bord du lit un long moment, feuilletant le dossier, passant la main sur les chiffres et les répartitions, essayant de mesurer la perte comme sur un tableur, essayant de voir si elle pouvait recadrer la situation, la sauver. Mais les termes étaient clairs. Partage des biens, pas de pension alimentaire, compte séparé, une extraction propre et sans effusion de sang. Plus tard, j'ai préparé le dîner rien que pour moi. Des légumes sautés et du riz au jasmin, quelque chose de simple. J'ai mangé seul, tranquillement, sur l'îlot central de la cuisine. Pendant des années, nous avions fait ce truc de couple, contourner les problèmes avec la routine. Nous avons eu des soirées à emporter mardi, des courses du samedi et le rituel de recharge du dimanche où elle avait mis un masque facial et faire défiler le tic pendant des heures pendant que je lisais ou tondais la pelouse. Mais derrière toute cette structure était la distance, coupée lentement jusqu'à ce que je ne puisse plus voir la fondation. Cette nuit-là, alors que les lumières de la maison d'hôte se sont éteintes un par un, je me suis assis sur le porche dans l'obscurité, laissant la brise de nuit se brosser contre mon visage. Elle était entrée dans le feu elle-même. Je me suis juste assuré qu'elle ne pouvait pas me traîner avec elle. Je connaissais l'heure exacte de sa réunion, 9 heures. Sharp. Les RH ne jouaient pas avec le retard, surtout pas lorsque la pièce fredonnait déjà avec des conséquences. Durand et Voss avaient un étage entier dédié à la conformité. Mais lorsque les choses sont devenues sérieuses, ils ont réservé la salle de conférence 2B. Cette pièce n'avait pas de fenêtre, juste une table polie, toujours trop froide, entourée de chaises qui ont fait que tout le monde se sentait trop petit ou trop exposé. C'est laquelle se dirigeait, vêtue de crème et de marine, comme si elle entrait dans un terrain de conférence, pas un calcul. Elle portait bien sa peinture de guerre. Ce chemisier était celui que j'avais vu son faire les jours de promotion. Cette montre était le cadeau que je lui ai acheté lors de notre 9e anniversaire à Charleston. Celui qui, selon elle, lui a fait se sentir exécutif. Elle avait toujours su s'adresser à l'optique. Même maintenant, alors qu'elle entrait dans le bâtiment, j'ai imaginé sa posture, le dos droit, les lèvres situées dans un calme professionnel, des talons cliquant sur un rythme de contrôle mesuré. Mais à l'intérieur de cette pièce, elle n'était plus en contrôle. Monsieur Harland était déjà assis lorsqu'elle est entrée, flanqué de Célia de RH et d'un avocat d'entreprise nommé Gina Markham. Le ton a été fixé avant qu'un mot ne soit prononcé. L'écran derrière eux affiche un dossier étiqueté une revue de conduite interne. Marbel Merrick, pas d'allégation, pas de revue de discussion. Le type de langue qui signifie que les décisions sont déjà à mi-chemin. Je n'étais pas là, bien sûr, mais Jules n'était pas dans la pièce, mais proche. Il avait l'oreille dans le couloir, travaillant tranquillement, les yeux vers le bas, faisant semblant d'organiser des câbles avec pendant qu'il écoutait le ruban de la porte ouverte. Elle a essayé de diriger. Jules m'a dit par téléphone plus tard, s'est assis et a souri, m'a demandé si cela allait être rapide. Harland n'a même pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Célia a ouvert un dossier de manille et a commencé à présenter la chronologie. Tout d'abord, la publication Facebook. Il était là, imprimé en couleur, l'image d'elle cachée près de Tran. Le hashtag WorkIsBanForLifeD est toujours douloureusement visible en dessous. Elle se pencha en avant, essaya de l'expliquer comme une blague, une chose d'équipe intérieure. Cela ne signifiait pas littéralement, a-t-elle dit. C'est la culture de bureau. Tout le monde utilise cette phrase. Je ne pensais pas que cela serait pris au sérieux, mais Célia était prête. Elle a sorti une autre impression. Message texte interne du système téléphonique de l'entreprise. Tran et Marbel échangeant des émojis et des phrases qui étaient incontestablement personnelles. L'un d'eux comprenait une ligne de Marbel. Je ne peux pas attendre ce soir. Même pièce que la dernière fois. Visage clignotant. Puis vint les reçus de voyage. 2 dîners payés dans les restaurants hors site depuis le lieu de l'hôtel. Les 2 pour 2 personnes, tous 2 s'accumulent sur sa carte d'entreprise. Les dates et les temps correspondent parfaitement aux entrées de clés de la carte de Tran depuis les serrures de la chambre d'hôtel. Il est entré dans la salle 612, la sienne, à 22h48. Et ne s'est pas bousculé jusqu'à 7h21 le lendemain matin. Elle a essayé de pivoter.
Jude m'a dit, sa voix basse, presque s'excuse. A dit qu'il était tard, qu'il avait raté sa navette, qu'ils aient travaillé tard et se sont effondrés après avoir regardé la télévision. Mais Gina, l'avocat d'entreprise, n'a pas clignoté. Elle a glissé sur une photo qui avait été prise au bar. Le même de Facebook, un angle différent. Cette fois, quelqu'un de l'équipe les avait capturés se tenant la main sous la table. Une image floue, mais indubitable. Marabelle a gelé. Elle savait alors. Je pouvais le sentir à distance. Au moment où elle a réalisé qu'elle n'était plus lors d'une réunion, elle était dans un tribunal. Harland a finalement parlé. Jude a dit que sa voix était même épuisée plus qu'en colère. Vous n'êtes pas enquêté pour un mauvais jugement. Il a déclaré, vous êtes révisé pour une violation de la conduite éthique, une violation des normes de leadership et une mauvaise utilisation financière des fonds de l'entreprise. Il ne s'agit pas de perception. Il s'agit de vos actions. Elle a atteint apparemment une dernière carte. Elle a affirmé qu'il était consensuel, privé, en dehors des heures de l'entreprise, qu'ils étaient des adultes. C'est alors que Celia a évoqué la dynamique du pouvoir. Les managers de Durand et du code de leadership de VOS section explicitement interdit de s'engager dans des relations romantiques ou sexuelles avec des rapports directs, quel que soit le consentement si une partie détient une autorité évaluative ou disciplinaire par rapport à l'autre. Tran était son rapport direct. Elle avait signé ses critiques trimestrielles. Elle avait approuvé ses primes de voyage et ses certifications de formation. Elle n'avait pas divulgué de changement dans le statut de leur relation. N'a pas réussi à se récuser des décisions en lui. N'a pas réussi à informer les RH des conflits d'intérêts potentiels, tout en facturant des dîners, des boissons et des transports partagés vers l'entreprise. À ce moment-là, elle a cessé de défendre, s'est assis là, selon Jude, clignotant tranquillement alors que la réalité s'installe. Elle n'a pas pleuré, a dit J, n'a pas crié, a juste hoché la tête comme quelqu'un qui a finalement vu le mur vers lequel il coulait depuis des mois. À la fin de la réunion, Harland n'a même pas demandé de réfutation. Il a dit qu'une autre communication interne serait gérée par les RH et légal et sortira sans serrer la main. Celia a glissé une enveloppe à travers la table et l'ordre de congé administratif provisoire en vigueur immédiatement. Son badge était handicapé en quelques minutes. Son accès à l'ordinateur portable de travail s'est terminé. Email suspendu. Elle devait abandonner tous les biens de l'entreprise dans les 24 heures. Pas de courriel d'adieu, pas d'appel de conclusion, juste un rasazur. Au moment où Jude a fini de me dire tout, je me tenais dans le garage, les mains encore poussiéreuses de la réévolution de vieilles canettes de peinture. Je n'avais pas bougé, j'ai juste écouté, laissant tout s'installer dans l'espace entre qui elle était et qui elle venait de devenir. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne frappais pas l'air ou ne faisais pas griller à sa chute. Mais je sentais quelque chose s'installer dans ma poitrine comme la justice peut-être, ou l'équilibre, comme regarder la gravité faire ce qu'elle fait sans interférence. Vous laissez tomber une pierre et ça tombe. Vous trahissez la confiance et finalement la vérité appelle la réunion. Cet après-midi, j'ai vu sa voiture s'arrêter à la maison d'hôte. Elle n'a pas pris d'assaut. Elle n'a pas frappé. Elle s'est assise dans la voiture pendant longtemps. Je pouvais la voir à travers les stores, agrippant la roue, immobile. Enfin, elle est sortie, a marché lentement vers la porte latérale. Son chemisier crème s'est flétri dans la chaleur estivale. Ses talons de la marine se sont désormais éraflés de réalité. Je ne suis pas sorti pour la rencontrer. Je suis resté à l'intérieur parce que sa vraie réunion n'était pas dans cette salle de réunion. C'était à la suite. Elle n'a pas frappé cette fois. Je n'ai pas non plus dérangé avec la sonnette. Elle se laissa entrer par l'entrée latérale de la maison principale comme si elle vivait ici. Comme si rien n'avait changé. J'étais dans la tanière, la vieille chaise arrière à côté de la cheminée, me berçant comme si elle avait chaque soirée tranquille avant de transformer notre vie en spectacle. Montée, intacte, reposée sur la coudoir, la vapeur curling paresseusement dans l'immobilité. Puis vint le son de la porte qui se balançait. Des talons rapides sur le bois dur et sa voix. Sigle, essoufflé, coupé avec incrédulité. Tu me sabotais. Pas une salutation, pas une question, juste une accusation lancée comme si elle avait parfaitement le droit de le lancer. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai atteint le thé et j'ai pris une gorgée. La céramique se réchauffe contre ma main, me stabilisant. Je sais que c'était toi, a-t-elle poursuivi, en allant plus loin dans l'email RH. Le timing.
Tu as fait ça pour me ruiner. J'ai baissé la tasse doucement sur la table d'appoint et plié mes mains sur mes genoux. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte maintenant, les bras croisés étroitement sur son chemisier crème comme si elle se préparait contre une tempête qu'elle a commencé. Tu es silencieux maintenant. Je vais juste rester assis là et faire semblant que vous n'aviez pas nuclé mon travail, ma réputation, tout. Pourtant, je ne parlais pas. Je m'étais préparé pour ce moment. Pas avec des mots, mais avec la distance, avec l'isolation. Vous ne donnez pas un feu plus d'oxygène lorsque les dommages sont causés. Vous scellez l'espace. Laissez les braises mourir seules. Vous pensez que cela vous rend noble? Elle ricana. Vous pensez que parce que j'ai fait une erreur, vous pouvez tout brûler? J'ai tourné la tête lentement, la regarda, pas avec colère, pas même la déception, juste cette forte clarté qui arrive quand quelqu'un révèle enfin qui ils sont vraiment. J'ai dit, voice comme, une erreur. Elle se moqua. Oh, ne fais pas ça. Ne commencez pas à compter les choses comme si vous étiez un mari impeccable. Vous étiez ennuyeux, Silu. Prévisible. J'avais besoin de plus. J'ai hoché la tête une fois lentement, pas en accord, juste en reconnaissance. C'était ça. Au lieu de cela, j'ai atteint à côté de moi et j'ai ramassé un petit appareil rectangulaire de la table d'appoint. J'ai pressé le jeu. Sa voix résonna à travers la pièce. Ces mots exacts il y a 30 secondes, pointus et cristallins. Tu m'as saboté. Je sais que c'était toi. Tu as fait ça pour me ruiner. L'enregistrement s'est arrêté. Elle se figea. Ses yeux se plissèrent. Vous m'enregistrez maintenant. Veuillez acheminer toutes les communications par le biais d'un conseiller juridique, ai-je dit. Ce n'était pas seulement une ligne. C'était une déclaration. Un mur qu'elle ne pouvait plus mettre à l'échelle. Elle cligna des yeux, stupéfait. La couleur de son visage s'est légèrement drainée, comme si elle ne s'attendait pas à être rencontrée par une politique au lieu de l'émotion, comme si elle était prête pour un match de combat, mais s'est retrouvée à frapper le brouillard. Ses yeux passaient devant moi vers le couloir. C'est à ce moment-là qu'elle a vu l'enveloppe sur la table d'entrée, celle a marqué la correspondance RH confidentielle. Son regard s'est enfermé dessus comme une proie à un piège, mais elle n'a pas bougé. Vous n'avez pas à faire cela, a-t-elle dit, une note de désespoir qui s'arrête maintenant. Nous pouvons le comprendre. C'était juste, non, j'ai coupé doucement. Vous l'avez déjà compris. Chaque choix que vous avez fait, chaque légende que vous avez publiée, chaque balade que vous avez partagée avec lui, vous avez compris ce qui comptait. Maintenant, je ne fais que l'honorer. Elle a fait un pas en avant, puis s'est arrêtée. Je suis toujours votre femme, elle a dit. Removed. Not hardened. Just done. I gave everything to this life. She said, voice breaking. 17 years. And you gave the end of it to someone else. He replied. She stepped back slowly, breathing shallow. Her arm fell from her chest to her side like they no longer knew what to hold. Then she said something that would have gutted me years ago, maybe even months ago. I don't have anyone left. There it was, the key horror. Not that he had responded, not that he'd exposed elle, mais que elle sécurité nette, l'histoire qu'elle s'est racontée sur le contrôle et les options s'est cassée. Elle avait pensé que Tran était une mise à niveau, une ruée, une étincelle de la quarantaine. Mais les RH ne se sont pas côtières avec des étincelles. Son patron était devenu silencieux. Ses subordonnés s'étaient transformés en témoins. Et maintenant, même moi, la dernière pièce de l'ancienne fondation, revenait. Elle se tourna lentement et se dirigea vers la porte, non vaincue, juste en apesanteur comme une personne qui a réalisé que la carte qu'elle suivait a conduit à nulle part. J'ai attendu jusqu'à ce que la porte se ferme derrière elle. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la table et j'ai ramassé l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies des mémos RH, Jude m'avait fendu indirectement à travers des fichiers chiffrés. Je ne les ouvrirai plus jamais. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'ils avaient dit. Elle était radioactive maintenant. Pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais à toute personne qui y est liée. Aucune recommandation, pas de transfert silencieux, juste une distance. Je suis retourné dans la tanière, j'ai pris mon thé, maintenant tiède et siroté. Ce n'était pas une vengeance. C'était une retenue. Parce que si je voulais la vengeance,
je aurais publié les courriels, la photo de l'onglet barre, le texte sur la clé de la salle publiquement. Je l'aurais tagué dans une lettre d'adieu soigneusement formulée sur LinkedIn. J'aurais envoyé un email à chaque personne qu'elle a essayé de passer devant l'entreprise. Mais je ne l'ai pas fait. Je laisse le silence faire le travail. Parfois, la chose la plus dévastatrice que vous puissiez offrir à quelqu'un qui a construit sa vie sur l'attention n'est pas. La salle d'audience n'était pas grande. Ce n'était pas dramatique ou cinématographique. Pas de colonne en marbre ou écho à Gavelle, juste des rangées de bancs de chêne, le banc d'un juge modeste se leva légèrement, et le murmure terne des procédures judiciaires enregistrées par un sténographe dont le visage n'a jamais bougé. Pourtant, il portait un poids, le genre qui s'est installé dans vos côtes et a appuyé doucement, vous rappelant que c'était réel, final, public. Je portais un costume de charbon de bois. Simple, pas flashy, juste le genre de choses qu'un homme porte quand il sait qu'il n'a pas besoin d'impressionner. Seulement pour présenter la vérité avec des mains propres. Marbel s'est assis à travers l'allée, flanqué par l'avocat, Ben Carraway. Il n'aurait pas pu avoir plus de 30 ans, peut-être 32 si vous plissiez assez fort. Sa mallette semblait empruntée. Sa cravate a été nouée trop serrée. Marbel avait rétrogradé du plaideur de haut niveau qu'elle a fait allusion à l'embauche. Peut-être parce qu'elle pensait que ce serait une scission facile. Peut-être parce que sa réputation lui avait déjà coûté trop. Elle ne m'a pas regardé, pas directement. Ses yeux clignotèrent dans ma direction une fois quand je suis entré, mais elle s'est occupée de se retourner à travers des papiers qui n'avaient pas besoin de retourner. Ses lèvres étaient serrées. Son expression illisible, pas des remords, pas hostile, juste vide. L'expression de quelqu'un qui essaie de prétendre qu'ils étaient ailleurs. Le Balef a appelé nos noms et nous avons augmenté. Numéro de cas 19, CV 0870. Méric contre Méric. Pétition pour la dissolution du mariage. Le juge Margot Talley a présidé. Une femme plus âgée aux cheveux courts et à un dédain clair pour le théâtre. Je l'aimais instantanément. Elle n'a pas cherché l'émotion. Elle a cherché documentation, pour la preuve, pour précision. Marcus, mon avocat, se tenait avec le calme de quelqu'un qui n'avait pas besoin de se brouiller pour avoir raison. Il était tout. Ben n'a pas été mesuré, concis, non impressionné par les distractions. Votre honneur, Marcus a commencé. Ce cas est simple. Nous ne contestons pas la garde car il n'y a pas d'enfant. Nous ne contestons pas les accords prénuptiels car il n'y en a pas. Ce que nous présentons est un cas clair pour la division financière basée sur une faute conjugale qui a un impact direct sur les ressources partagées, la réputation professionnelle et la confiance contractuelle. Puis se déplaça maladroitement à côté de Marbel, s'éclaircissa la gorge. Nous aimerions soulever la question de l'équité émotionnelle. Il a déclaré que Madame Méric avait contribué de manière significative au soutien émotionnel et professionnel de Monsieur Méric au cours de leur mariage de 17 ans. Ces actions, bien que regrettables, ne devraient pas annuler sa prétention à une répartition équitable des actifs, y compris une pension alimentaire potentielle. Le juge Talley n'a pas clignoté. Avez-vous des preuves de la dépendance financière de Monsieur Méric à l'égard de votre client? Eh bien, pas la dépendance, votre honneur, mais un investissement émotionnel devrait prendre du poids. Après tout, 17 ans, Marcus s'est avancé. Nous avons des preuves, votre honneur, non pas de dépendance, mais de violation. Une enquête RH documentée chez Durand & Vaux, où Madame Méric a été employée comme directrice régionale. L'enquête a conclu qu'elle s'est engagée dans une relation de travail avec son subordonné direct, Tran Holloway. Cette relation, non divulguée et se chevauchant avec les voyages d'affaires, a entraîné une violation des politiques qui a conduit à son licenciement. Le juge Talley s'est tourné vers Ben. Est-ce exact? Ben hésita. Marbel n'a même pas soulevé la tête. Enfin, Ben a répondu, il y a eu une séparation de l'entreprise. Oui, l'enquête. Donc, nous ne contestions pas les coups, a déclaré le juge. Continuez, Monsieur Davis. Marcus hocha la tête. Nous avons une documentation interne, des eurodatages, des rapports de dépenses et une correspondance numérique confirmant le comportement de Madame Méric. Il n'y a pas de demande de dommages-intérêts punitifs. Nous demandons simplement une division équitable basée sur les faits. Je me suis assis immobile alors que les documents étaient soumis, alors que des photos ont été remises au greffier alors que les captures d'écran et les livres financiers se déplaçaient à travers le bureau du juge comme une tempête silencieuse.
Marbel n'a pas tressailli ses lunettes de lecture et plié les mains. Justifié. Carroway, vous ne pouvez pas, dit-elle, son ton tranchant et absolu. Vous avez eu toutes les occasions de contester ces réclamations avec des preuves de contre les autres. Vous avez apporté le sentiment à une audience de documentation. Cette cour opère sur des faits. C'était le moment où j'ai regardé Marbel, pas hors de vengeance ou de victoire, mais parce que c'était la dernière fois que je la voyais dans une pièce avec mon nom toujours attaché à la sienne. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas plaidé. Elle a juste regardé la table. Pas avec tristesse, avec l'immobilité. Le genre d'immobilité qui vient quand une porte se ferme enfin derrière vous et qu'il n'y a pas de bouton de votre côté. Le juge a signé les documents de dissolution avec un accident vasculaire cérébral ferme. Ce mariage est légalement dissous. Cas suivant. Juste comme ça, nous étions non liés. Je me tenais, remercie Marcus, et passais devant elle sans un mot. Pour ne pas être cruel, juste pour préserver le silence que nous méritons tous les deux. Parce que parfois la chose la plus forte que vous puissiez dire n'est rien du tout. Les rosiers arrivaient en fort. Ce matin-là, je les ai taillés avec une concentration silencieuse, élaguant les têtes mortes à chaque snip, pas sorti de colère, mais routine. Il y avait quelque chose de satisfaisant, méthodique. Réparateur. Le soleil venait de se mettre en crête sur le toit des voisins, inclinant de l'or doux sur la cour. Les oiseaux gazouillaient au-dessus comme s'ils n'avaient lu aucun des emails, comme s'ils ne se souciaient pas des boîtes de réception ou des vœux cassés. J'aime ça à leur sujet. Quelque part derrière moi, la porte de la maison d'hôte s'ouvrait. Je ne me suis pas retourné. Je pouvais la sentir debout là. Marbel me regardant à travers le porche criblé. Elle ne m'avait pas parlé depuis l'audience. Pas de coups, pas d'excuses, juste de longs silences et des pas courts qui ont commencé et s'arrêtaient derrière les murs que nous ne partageons plus. À un moment donné, elle avait laissé une note dans la boîte aux lettres, juste une ligne pliée. Pouvons-nous parler ? Je ne l'ai jamais ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà chaque version de la conversation qu'elle était capable d'offrir, et aucun d'entre eux n'est venu avec la vérité qu'elle n'avait pas déjà enterrée sous une légende et un mensonge. Ce matin-là, je savais qu'elle attendait sur quelque chose. Avait été depuis des jours. Elle ne l'avait pas dit, mais j'ai vu son ordinateur portable ouvrir sur l'îlot de la cuisine lorsque je suis passé par l'autre jour. Son téléphone était collé à sa paume comme l'oxygène. Les notifications bourdonnaient constamment. Courriel, alerte, peut-être des chats de groupe où les gens étaient trop polis pour demander ce qui s'est réellement passé ou trop peur pour être vus attentionnés. Mais aujourd'hui, elle attendait un email, qui viendrait avec une décision scellée en police d'entreprise et en phrasé stérile. Un dernier message de Durand et Voss. Et je savais quand ça venait, elle crierait. C'est arrivé juste après 11 ans. Je n'ai pas entendu le carillon de notification, mais je n'ai pas eu à le faire. Le cri a commencé bas, un son étouffé, du genre qui appartient à quelqu'un qui croit encore qu'il y a du temps pour défaire ce qu'ils ont fait. Puis il est devenu plus net, plus sauvage. Ce n'était pas dramatique. C'était définitif. Je me tenais près du rosier, tenant toujours les cisaillements d'élagage dans ma main gantée, l'air chaud qui se brossait devant moi comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas regardé up. J'ai entendu sa voix à travers la porte de l'écran. Non, 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 non. Elle trébucha dans la cour pieds nus, toujours dans la robe de soie qu'elle portait comme une armure toute la semaine. Ses cheveux étaient emmêlés du sommeil, ou peut-être de lancer et de passer à travers chaque minute de silence, je lui ai offert. Elle avait son téléphone dans sa main, serré si serré que ses jointures étaient blanches. Elle pleurait maintenant, mais le genre de pleurs qui ressemble à une incrédulité, comme une trahison d'un fantôme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Je l'ai laissé parler en premier. Ils m'ont tiré. Elle se tenait au bord de la pelouse, ne le traversant pas, ne se rapprochant pas, comme si l'herbe marquait une frontière sacrée maintenant. J'ai coupé un dernier bourgeon et je me suis tourné vers elle. Ils m'ont laissé partir. Aucune indemnité de départ, aucune option de réapplication. Ils ont dit que mon comportement reflétait mal l'entreprise et que mon jugement a sapé la structure de leadership. Je n'ai rien dit. C'était une erreur, a-t-elle chuchoté. Je me tournai complètement pour lui faire face maintenant, des gants toujours allumés, des cisaillements pendant à mes côtés comme un oublié arme. Non, j'ai dit que ce n'était pas un. Sa lèvre trembla, mais je ne me sentais pas pitié. J'ai ressenti de la clarté parce que c'est ce que l'heure vous donne lorsque vous arrêtez de poursuivre la fermeture de la personne qui vous a fracturé.
Tu es heureuse, a-t-elle dit de manière accusée. Vous êtes juste là comme ça et ce que vous vouliez. Non, je l'ai encore dit, plus calme cette fois. Je viens de faire la paix avec la vérité avant toi. Elle baissa les yeux sur son téléphone, les mains tremblant maintenant. Je leur ai tout donné. Non, j'ai corrigé. Vous leur avez donné la version de vous qui vous a mieux servi jusqu'à ce que ce ne soit pas. Le vent s'est déplacé, portant l'odeur des roses entre nous comme une ligne invisible. Vous ne savez pas ce que c'est, a-t-elle dit. Pour tomber aussi vite, que les gens vous regardent comme si vous étiez du poison. Je le fais, dis-je. Vous n'avez tout simplement pas remarqué. Parce que tu étais celui qui faisait la poussée. Elle tressaillit visiblement. Pendant une seconde, je pensais qu'elle pourrait avancer, dire quelque chose de plus doux, quelque chose d'humain, mais ensuite elle colonne vertébrale redressée. Sa voix s'est acquitte à nouveau. Vous avez envoyé cet email. Vous les avez informés. Vous avez planifié tout cela. N'agissez pas comme si vous étiez propre. Je n'ai pas planifié vos actions. J'ai dit que j'avais juste arrêté de les protéger. Elle cligna des yeux. Qui a atterri? Et quelque part derrière sa colère, je l'ai vu se rendre compte que tout ce qui s'est passé, le démêlage, le dossier RH, l'email au revoir froid, n'était pas une question de punition. Il s'agissait d'une exposition. Je n'ai rien dit d'autre. Je me suis retourné vers le rosier et j'ai coupé une autre floraison des pensées. Je pouvais la sentir me regarder, mais elle ne parlait plus. Finalement, j'ai entendu les étapes lents se retirer sur le chemin du gravier. La porte cliqua doucement derrière elle. Je laisse le silence se développer autour de moi. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vu les stores dans la maison d'hôte plus bas. Pas de mouvement après cela, aucune lumière, comme toute la structure s'était repliée sur elle-même. J'ai fait un dîner pour un ce soir-là. Saumon grillé, carottes rôties et couscous avec zeste de citron. Une playlist de jazz douce a joué dans le contexte, les notes glissant dans la cuisine comme une douce affirmation que la paix ne venait pas toujours avec des trompettes. Parfois, il se présentait avec des mains calmes et une respiration régulière. Je n'ai pas vérifié ses médias sociaux, même si je savais que les gens parleraient. Durand et Voss n'étaient pas subtils avec leur licenciement. Son absence serait évidente maintenant. La photo de groupe de la conférence du dernier trimestre, la tête souriante sur la page exécutive, toutes effacées. Sa boîte de réception s'est désactivée. Le message aurait lu quelque chose de simple. Après examen interne, votre position n'est plus tenable. En vigueur immédiatement. Merci pour vos contributions. Signé, PDG de Julian R. Penn. L'homme qu'elle a fait griller une fois lors d'une retraite de direction. Celui qui a appelé son visionnaire dans la newsletter de l'entreprise. Maintenant, c'est lui qui l'a effacé numériquement en une seule phrase. Elle a dû le lire 5 fois avant de crier. J'imagine qu'elle a continué à vérifier son dossier de spam, son LinkedIn, ses autres boîtes de réception. Peut-être qu'elle a rafraîchi le portail Durand et Voss comme une prière, mais il n'y aurait pas de suivi, pas d'atterrissage doux, juste cette phrase et silence. Et moi, je me suis assis à nouveau dans la cour le thé à la main, alors que le soleil plongeait bas et que les cicadas commençaient à chanter. L'herbe se balançait doucement dans la brise. La même pelouse qu'elle pensait autrefois était en dessous d'elle, le même sol qu'elle s'est écoulé sans merci. J'avais continué à l'arroser pendant qu'elle construisait des châteaux avec des briques empruntées. Maintenant, tout le bruit avait disparu. Pas de réunion, pas d'appel, pas de sourires organisés ou de mensonges filtrés. Juste l'immobilité, juste respirer. Juste moi. Et pour la première fois en 17 ans, je ne retenais pas mon souffle en attendant d'être vu. J'avais déjà trouvé ce qu'elle n'avait jamais pensé que je le ferais.